on a vu pour le signal électronique, c'était un signal périodique, mais qu'à part dire que ça n'était pas une sinusoïde et puis qu'il était potentiellement à moyenne nulle, on n'avait pas beaucoup d'informations pour aller plus loin dans la description, l'analyse et donc l'étude en fait de ce signal-là. Pour aller plus loin, il ne faut pas se limiter au tracé, il va falloir en fait des outils qui vont permettre de manipuler les signaux, qu'ils soient analogiques ou numériques évidemment. Donc on va être amené à utiliser en fait des modèles qui vont permettre de traiter, d'étudier, d'analyser en fait les signaux. Ces modèles sont nécessaires pour étudier les signaux car les seuls tracés ne permettent pas d'obtenir suffisamment d'informations. Et surtout, ils ne permettent aucune manipulation, c'est-à-dire un traitement, agrandissement, compression, augmentation de tel ou tel fréquentiel, etc., etc. Donc ça n'est pas possible uniquement à partir du tracé, s'agissant notamment du son. Alors, on a des signaux analogiques, on a des signaux numériques, on a donc deux conceptions, donc il va falloir deux familles d'outils. Et évidemment, ce qu'il nous faut, c'est des modèles mathématiques. Donc on va aller regarder ce qu'il y a dans les mathématiques pour aller faire finalement notre ménage, et puis voir ce qu'on va conserver, utiliser, au fur et à mesure comme outil. S'agissant des signaux analogiques, on va aller utiliser en fait tout ce qui concerne l'étude des fonctions. Et on va par exemple le noter les signaux S, S comme signal, et 2T entre parenthèses, T ce serait le temps. Et après si c'est une étude de quelque chose qui varie en fonction de la distance, par exemple, et que la distance a un point de référence, je l'appelle R, j'aurai S de R. Mais disons que du point de vue générique, on va supposer que dans un premier temps, que quand c'est à une dimension, c'est que le temps. Donc S de T, avec petit s. Les fonctions en mathématiques supposent la continuité, donc les points sont infiniment proches, mais elles permettent éventuellement de traiter en fait ce qui se passe s'il y a une discontinuité, une variation très rapide ou éventuellement un décalage des discontinuités. Donc ça semble être un bon outil pour les signaux analogiques. Pour les signaux numériques, il faut avoir en fait accès à quelque chose qui va nous permettre de faire une description, une manipulation de signaux en fait constitués de points discrets. Donc du coup, on va utiliser tout ce que l'on peut trouver sur les suites numériques et on va les noter petit s toujours, mais par contre crochet avec intérieur n. Et n ce serait en fait l'indice du point qu'on est en train de considérer dans la suite à partir d'un point n égale 0 par exemple qui servirait de point de référence, d'origine temporelle, d'origine spatiale. Donc, signaux numériques, ce sont des suites de nombres définies par leur indice, qui correspond à leur ordre d'apparition dans le tableau. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de référence à l'intervalle temporel ni ou spatial correspondant en fait à chacun des points dans le tableau. Donc on va avoir une notation en fait qui va dire ben voilà, je m'intéresse au km échantillon, mais entre le km et le km plus 1 ou le km et le km moins 1 échantillon, je ne sais pas forcément, et je n'ai pas forcément besoin de savoir quel est l'intervalle de temps ou l'intervalle d'espace les séparant. Alors l'idée derrière tout ça, c'est de dire ben voilà, j'ai les fonctions d'un côté, les suites numériques de l'autre, j'ai tout un tas de résultats pour les deux familles, et je vais aller utiliser en fait tous ces résultats-là pour essayer d'analyser mes signaux, qu'ils soient analogiques, numériques, temporels, spatio-temporels, etc. D'abord, on va avoir besoin de la notion de valeur. Et je vais la définir comme ça. Valeur que prend un signal à un instant donné, s'agissant d'un son, ou un endroit donné, s'agissant par exemple d'une image. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça va être valable quelle que soit la nature physique, donc analogique ou numérique, du signal. Mais quand même, valeur. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que c'est la valeur d'un point, donc d'un point sur un signal analogique, ou d'un point sur un signal discret, à un moment, à un instant temporel, ou pour une position spatiale en fait donnée. Donc, à retenir, valeur d'un point, entre guillemets, du signal, à un instant temporel ou spatio-temporel déterminé. Maintenant, le signal, qu'est-ce que c'est? Parce que même si on a déjà vu des exemples, ce que je vais donner comme définition un petit peu plus précise maintenant, c'est que pour moi un signal, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que prend le signal au cours du temps et ou de l'espace qui m'intéresse. Donc, zone temporelle à un intervalle, ou alors toute une zone de l'espace, ou toute une zone de l'espace-temps qui va m'intéresser. L'ensemble des valeurs pour
tous ces points, c'est ce que je vais appeler un signal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le signal, c'est l'ensemble des points. Alors que la valeur, c'est ce qui se passe pour un point. Un point, une valeur, l'ensemble des points, un signal. Et j'aurai aussi besoin à certains moments de désigner ce que je vais appeler un système. Alors un système, c'est un opérateur, par exemple multiplié par une grandeur, ou diminué. Donc c'est-à-dire soit réaliser une amplification, une atténuation, retardée dans le temps, par exemple, ça ce sont des opérations. Et je vais donc dire qu'un système, c'est un opérateur qui va, à partir d'un premier signal, que je vais appeler l'entrée, me fournir un autre signal, qui est le signal de sortie. Bon, et éventuellement, en fait, à un moment donné, on va pouvoir complexifier ou généraliser les choses, et dire qu'on peut avoir plusieurs signaux d'entrée, et plusieurs signaux, et pas forcément le même nombre de signaux de sortie. Donc le système, c'est l'opérateur qui, lorsqu'on l'applique à un signal ou à plusieurs signaux, nous renvoie, nous retourne un signal ou plusieurs signaux. Alors, dans le SPOOK, les conventions que je vais régulièrement utiliser. D'abord, je vais utiliser petit e pour tout ce qui est les signaux d'entrée. Et petit s, soit pour désigner un signal quelconque, soit pour désigner le signal du système que j'étudie. En analogique, je vais avoir petit s, entre parenthèses, t0. Ça correspondra à la valeur du signal s de t. Pour l'instant, t égale t0. En numérique, je vais avoir toujours petit s pour un signal, mais je vais avoir des crochets, pour bien faire le distinguo. Parenthèse, je suis en analogique. Crochet, je suis en numérique. Et là où j'avais par exemple un temps, qui était t0, j'ai trouvé un indice, donc je vais avoir n0. Donc s de n0, avec les crochets, ce sera finalement l'échantillon n égale n0 dans mon signal numérique. Alors, la notation de signal, petit s, elle ne fait intervenir ni t ni n, et donc du coup ce sera plus intéressant, puisqu'elle ne fait pas donc de référence à une gamme de variables, parce qu'elle va permettre en fait la description d'opérations qui pourront intervenir sur des signaux tant analogiques que numériques. Donc ça nous permettra finalement de dire, bah, tiens, il se passe ça en analogique, il se passe ça en numérique, c'est la même opération, donc je vais pouvoir essayer de l'écrire, d'écrire cette opération, sans mettre soit les parenthèses t, soit mettre les crochets n. Donc ça va être des descriptions d'opérations, donc de traitements potentiellement, qui vont avoir une description équivalente, soit en analogique, soit en numérique. Et ça permettra de souligner les liens entre les deux représentations. Alors que les notations associées aux valeurs, elles vont être notamment introduites quand on sera obligé de distinguer comment on réalise un traitement, soit en analogique, soit en numérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les choses en fait sur lesquelles on peut déjà essayer de réfléchir un petit peu? Alors déjà, s'agissant de ce qu'il faut retenir, on voit qu'on a vu apparaître qu'on a des outils mathématiques pour modéliser, étudier puis traiter les signaux, à savoir pour les signaux analogiques les fonctions, et pour les signaux numériques les suites numériques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est le distinguo qu'il faut faire entre le signal, petit s, et les valeurs s de t, s de n, qu'on soit en analogique ou en numérique. Alors pourquoi? Parce que ce ne sera pas le même angle de vue, ce ne sera pas le même regard que l'on posera en fait sur le signal, suivant qu'on réfléchit au niveau du signal complet, ou ce qui se passe localement, c'est-à-dire pour une valeur donnée. On aura donc du coup des déclinaisons des outils qu'on pourra utiliser, qui seront soit locales, soit globales. Et éventuellement, en changeant de point de vue, entre le local et le global, on pourra éventuellement montrer que ça conduit à proposer des algorithmes différents pour mettre en œuvre en fait le même traitement. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut toujours vérifier la pertinence en fait du modèle qu'on est en train de manipuler. Ou des modèles mathématiques qu'on est en train de manipuler pour essayer de représenter en fait, donc de décrire un signal. Surtout quand il s'agit de modélisation de phénomènes physiques. Alors pourquoi? Parce que cette modélisation, à partir du moment où c'est un modèle physique, auquel on va pouvoir essayer d'accéder à la mesure,
la mesure contient déjà des erreurs. Et la modélisation qu'on va pouvoir faire, elle va essayer de s'approcher finalement de ce qu'il y a dans les mesures. Et donc du coup, il y aura potentiellement, là aussi, une part en fait d'erreur, une part d'erreur. Donc, on verra plus tard qu'une hypothèse inadaptée, bien que largement utilisée par la communauté, par exemple en acoustique, peut conduire à ne travailler non pas sur le signal associé au phénomène qu'on essaie de modéliser, mais au mieux sur les détails, ce que je qualifierais d'enluminure, voire même, dans certains cas, sur quelque chose qui relèverait plutôt du bruit. En effet, pour comprendre un phénomène acoustique, rien ne garantit qu'il soit suffisant de s'intéresser uniquement à ce qu'on va appeler la gamme des fréquences audibles. Il se peut même en fait que ce ne soit même pas pertinent de faire des mesures uniquement dans le domaine audible, parce que dans certaines configurations, l'information principale, la quasi-totalité de l'énergie même du phénomène, sera peut-être concentrée hors de cette bande-là. Je pense notamment à ce qui se passerait dans le grave, s'agissant des instruments à vent, mais on verra ça plus tard. Et pour autant, cette pratique de ne travailler que sur la bande, enfin sur la gamme des fréquences audibles, voire éventuellement de commencer assez haut, par exemple en acoustique musicale, je m'intéresse à la production de notes dont le fondamental va être aux alentours des 400 Hz, et je vais faire des mesures qu'à partir de 200 Hz, en me disant que à partir de 200 Hz, je suis bien en dessous de mon fondamental, et que par contre je vais éviter le 50 Hz, lié au signal électrique, et puis sa première harmonique qui est le 100 Hz. Le problème c'est que si on vraiment fait des mesures et qu'on descend vers quasiment 0 Hz, on peut avoir des surprises, s'agissant notamment en fait des instruments à vent. Donc, le premier chapitre du Spook s'achève ici, avec cette vidéo qui sera la vidéo principale. Il y en aura peut-être une complémentaire, je verrai. Mais par contre, je vous encourage dès maintenant à aller regarder ce qui se passe du côté des mémos, et plus spécialement ce qui se passe s'agissant des nombres complexes, parce que à la fin du deuxième chapitre, dédié aux opérations de filtrage notamment, on va commencer à voir apparaître finalement les représentations fréquentielles, et du coup on va voir apparaître dans la foulée des utilisations des nombres complexes. Donc suite au prochain chapitre.